Bonsoir, merci. Je voulais remercier la Société de réanimation et puis vous toutes et vous tous d'être là. Donc je vais vous parler du syndrome hépato-rénal. Alors j'ai deux conflits avec personne, donc ça c'est déjà bien. Alors le syndrome hépato-rénal est une complication assez redoutable des hépatopathies au stade évolué. Il se caractérise par l'apparition d'une insuffisance rénale aiguë, qui est une baisse du débit de filtration glomérulaire, qui est liée à une baisse du débit de perfusion rénale en l'absence d'autres causes d'insuffisance rénale aiguë. Alors il faut savoir que toutes les hépatopathies peuvent donner un syndrome hépato-rénal, l'insuffisance hépatique alcoolique, l'hépatite fulminante, mais celle qui en donne le plus et le plus fréquemment, c'est la cirrhose. Alors la physiopathologie de ce syndrome, elle n'est pas tout à fait comprise. Il y a quand même pas mal de progrès récemment qui ont permis d'améliorer de façon sensible le pronostic. Alors, le syndrome hépato-rénal, il s'inscrit dans l'histoire naturelle de la cirrhose. L'histoire de la cirrhose peut être plus ou moins longue. Lorsque vous prenez l'histoire d'un cirrhotique, au départ, au stade préacitique de cirrhose compensée, le débit de filtration glomérulaire est tout à fait normal, puis progressivement va apparaître l'acide qui répond aux diurétiques. Il y a une baisse du débit de filtration glomérulaire qui apparaît, puis secondairement l'acide devient de moins en moins, répond de moins en moins aux diurétiques pour devenir réfractaire. C'est vraiment l'image de la femme enceinte. En général, c'est un homme qui a une gynécomastie, qui a une dépilation et un gros ventre. C'est vraiment l'image de la femme enceinte, c'est l'acide réfractaire. C'est le syndrome hépato-rénal de type 2 et qui, lors d'un facteur précipitant, lors d'un facteur déclenchant, va présenter un syndrome hépato-rénal de type 1. Alors si vous regardez la courbe ici, vous voyez que si vous comparez la survie d'une cirrhose compensée par rapport à une cirrhose décompensée, vous avez une nette diminution de la survie lorsqu'elle est décompensée. Et l'insuffisance rénale aiguë est un facteur important et un facteur indépendant de la mortalité dans la cirrhose. Elle marque un tournant, si vous voulez, dans l'histoire de la cirrhose. Vous voyez ici la différence entre un patient cirrhotique qui n'a pas d'insuffisance rénale aiguë et celui qui en a une. Vous voyez que la mortalité est largement augmentée et qu'il a 10 fois plus de chances de mourir lorsqu'il a une insuffisance rénale aiguë. Et bien entendu, cette mortalité, elle est liée à la sévérité de l'insuffisance rénale. Plus l'insuffisance rénale aiguë est sévère, plus le risque de mortalité va augmenter. Et bien entendu, si la cirrhose est sévère, la mortalité est d'autant plus grave. Mais toutes les insuffisances rénales aiguës qui surviennent chez le cirrhotique ne veulent pas dire syndrome hépato-rénal. Ça veut dire que lorsque vous avez une insuffisance rénale aiguë, vous devez reprendre le schéma classique du diagnostic étiologique d'une insuffisance rénale aiguë, c'est-à-dire est-ce qu'elle est pré-rénale, post-rénale ou rénale. Et le syndrome hépato-rénal, il s'inscrit dans l'insuffisance rénale aiguë pré-rénale, c'est-à-dire que le rein en lui-même n'est pas touché, mais il n'est pas perfusé, moins bien perfusé, c'est-à-dire que le parenchyme, normalement, est intact. Si vous regardez l'épidémiologie du syndrome hépato-rénal, le patient cirrhotique et qui a une ascite, 20% de ces patients vont développer une insuffisance rénale aiguë. Et si vous prenez l'ensemble des insuffisances rénales aiguës, à peu près 70% sont des insuffisances rénales aiguës fonctionnelles, c'est-à-dire liées à une baisse de la perfusion rénale. Et parmi ces insuffisances rénales aiguës fonctionnelles, certaines vont répondre au remplissage parce que le patient a fait une diarrhée, parce qu'il a fait une hémorragie digestive. Il suffit de remplir et la fonction rénale va se corriger. Et 20% ne répondent pas au remplissage. Ce sont celles-là qui représentent le syndrome hépato-rénal. Et bien entendu, vous pouvez avoir d'autres causes parenchymateuses, c'est-à-dire une insuffisance rénale toxique, par exemple, peut survenir chez le cirrhotique. Et il faut absolument éliminer ces causes avant de parler de syndrome hépato-rénal. Si bien qu'on a actuellement des critères assez bien définis du syndrome hépato-rénal qui ont été définis en 1996 puis modifiés récemment en 2017. On parle de syndrome hépato-rénal lorsque vous avez une cirrhose avec acide. Vous avez une baisse du débit de filtration glomérulaire, ça veut dire que vous avez une créatininémie qui est supérieure à 133 micromoles, donc vous pouvez retenir le chiffre de 130. Vous n'avez pas d'état de choc, vous n'avez pas d'hypovolémie, vous n'avez pas de perte liquidienne, vous n'avez pas de néphrotoxique, donc vous avez éliminé toutes les causes qui peuvent entraîner une atteinte rénale autre que l'hypovolémie. Et surtout, la fonction rénale ne s'améliore pas après expansion volémique. Lorsqu'on parle d'expansion volémique, ça veut dire
que vous avez arrêté les diurétiques, que vous avez perfusé de l'albumine, pendant au moins 48 heures, il n'y a pas d'amélioration de la fonction rénale. Bien entendu, vous n'avez aucun critère d'insuffisance rénale aiguë organique, c'est-à-dire que le culot urinaire est normalement tout à fait normal. Il n'y a pas d'hématurie, il n'y a pas de protéinurie. Retenez cependant que le syndrome hépatorénal est un diagnostic d'exclusion. Lorsque vous avez un cirrhotique qui présente une insuffisance rénale aiguë, vous êtes obligé d'exclure toutes les autres causes avant de dire c'est un syndrome hépatorénal. Alors il y en a deux types, j'en ai parlé au départ. Il faut bien différencier le syndrome hépatorénal de type 1, qui est le plus grave, qui est le syndrome hépatorénal aigu, qui évolue de façon rapide sur 1 ou 2 semaines, qui est heureusement plus rare que l'autre, qui est caractérisé par une atteinte rénale beaucoup plus sévère et qui surtout par une survie, vous voyez, une survie médiane qui est aux alentours de 15 jours. Alors que le syndrome hépatorénal de type 2, un peu plus fréquent, qui est subaigu, qui évolue de façon plus lente, l'altération de la fonction rénale est moins importante, et vous voyez que la survie médiane est de 6 mois. Mais le syndrome hépatorénal de type 1 peut survenir sur un syndrome hépatorénal de type 2 à la faveur d'un facteur précipitant. Ça peut être une hémorragie digestive, ça peut être une ponction d'acide très importante et qui n'a pas été compensée, ça peut être une hépatite alcoolique aiguë, mais le plus fréquent, c'est l'infection bactérienne du liquide d'acide, et ça c'est important, et vous verrez, parce qu'il faudra la prévenir ou la traiter lorsqu'il y a un syndrome hépatorénal. Donc, vous avez un patient qui a une cirrhose, qui présente une insuffisance rénale aiguë, c'est-à-dire une altération de la fonction rénale. D'abord et avant tout, corriger la volémie. Si en corrigeant la volémie, votre fonction rénale s'améliore, c'est qu'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle hypovolémique. S'il a des néphrotoxiques, il faut arrêter les néphrotoxiques, que ce soit des antibiotiques, que ce soit de l'iode, qui puissent expliquer l'insuffisance rénale aiguë. S'il ne s'agit pas de ça, s'il est en état de choc septique, ça peut être une nécrose tubulaire. S'il a des éléments au niveau du culot urinaire, par exemple une protéinurie, une hématurie, c'est plutôt une atteinte glomérulaire cirrhotique. Si tout ceci a été exclu, alors vous pouvez parler d'un syndrome hépatorénal. Alors j'ai mis la ponction biopsie rénale en petit parce que c'est très discuté et tous les centres ne le font pas. Parfois, il est difficile de faire la différence entre une atteinte organique et une atteinte fonctionnelle, et c'est dans ces cas-là où on peut aller à la biopsie rénale, surtout lorsqu'on veut aller à la transplantation hépatique. Donc, mais retenez surtout que c'est un diagnostic d'exclusion. Alors, il est important de faire le diagnostic, parce que si vous comparez le pronostic du syndrome hépatorénal par rapport aux autres insuffisances rénales aiguës d'autres causes, vous le voyez ici, le syndrome hépatorénal est ici en bleu, c'est celui qui a la plus grosse mortalité, qui est à peu près de 63% par rapport aux autres. Donc vous voyez bien que lorsque vous faites ce diagnostic, c'est comme si vous condamniez votre patient. Donc il est important d'être sûr de votre diagnostic. Alors, faire le diagnostic, ça veut dire pouvoir le traiter. Alors pour le traiter, il faut en comprendre la physiopathologie. Alors la physiopathologie du syndrome hépatorénal n'est pas très bien connue, mais le mérite revient à Robert Schreier, qui le premier en 88 a invoqué la vasodilatation splanchnique comme facteur initiateur de la rétention hydrosodée et de l'insuffisance rénale aiguë. Il est sûr que la vasodilatation splanchnique est un facteur important dans le syndrome hépatorénal, mais ce n'est pas le seul. En fait, il y a 3 facteurs. C'est la vasodilatation artérielle splanchnique et mésentérique et systémique, mais il y a aussi une dysfonction cardiaque et aussi une altération de l'autorégulation rénale. Alors d'abord, la vasodilatation artérielle splanchnique et systémique. Elle est liée à la libération de médiateurs qui sont vasodilatateurs dans le principal et le NO, le monoxyde d'azote, qui sont libérés suite, d'une part, du fait de l'obstruction portale, il y a des facteurs de cisaillement qui vont, si vous voulez, stimuler les cellules et qui libèrent ces médiateurs, et d'autre part lié à la translocation bactérienne, si chère à la dame de tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment une translocation bactérienne qui, elle, va faire sécréter ces médiateurs. Ça entraîne une vasodilatation splanchnique, donc une hypovolémie relative. Cette hypovolémie relative va entraîner donc une baisse de la tension artérielle, donc une baisse de la perfusion rénale, et aussi une stimulation de tous les systèmes vasoconstricteurs, c'est-à-dire le système rénine-angiotensine, l'hormone antidiurétique, les vasopressines, le système sympathique, notamment au niveau rénal, donc vasoconstriction,
moindre perfusion, donc insuffisance rénale aiguë, rétention hydrosodée, insuffisance rénale fonctionnelle. Alors, dans un premier temps, le débit cardiaque va être augmenté pour compenser, si vous voulez, cet état hypercinétique, et vous aurez un profil hyperdynamique comme ce que vous rencontrez dans le choc septique. Donc, en gros, si on résume ce que je viens de dire, au départ, lorsque la cirrhose est compensée, vous voyez que le débit cardiaque, il est toujours légèrement augmenté chez le cirrhotique, avec une fréquence cardiaque normale, une pression artérielle normale et une volémie efficace normale. Et puis, à mesure qu'apparaît l'acide, à mesure qu'apparaissent les édèmes, eh bien, vous voyez que le débit cardiaque s'élève, la volémie efficace va diminuer et apparaissent tous les signes du syndrome hépatorénal, c'est-à-dire la rétention de sel, l'activation des systèmes vasoconstricteurs et l'insuffisance rénale. Alors, la translocation bactérienne, elle est vraie et c'est un des facteurs initiateurs ici de la libération des médiateurs vasodilatateurs. Il y a un passage de bactéries aérobie et anaérobie depuis la lumière intestinale jusqu'à dans les ganglions du mésentère qui vont faire produire des cytokines vasodilatatrices qui vont entraîner cette vasodilatation splanchnique et systémique. Alors, il y a pas mal de médiateurs qui sont notés ici. Retenez que ça va dans le sens de la vasodilatation aux dépens de la vasoconstriction. Le deuxième facteur qui intervient, c'est la dysfonction cardiaque. À mesure que le syndrome s'installe, je vous ai dit qu'au départ, le débit cardiaque était élevé, la fraction d'éjection était élevée, eh bien, lorsque les choses avancent, eh bien, le cœur devient incompétent, il y a une inadaptation du débit cardiaque, il y a une vraie cardiomyopathie du cirrhotique. Il y a une vraie cardiomyopathie du cirrhotique avec une baisse de l'index cardiaque et une baisse de la fraction d'éjection. Et cette cardiomyopathie peut rapidement décompenser lors d'un stress physique, pharmacologique ou septique, c'est-à-dire si vous rajoutez une infection dessus, il va faire un vrai choc cardiogénique et ça peut aussi se décompenser lors de la thérapeutique, lors de la pose d'un TIPS ou lors de la transplantation hépatique. Le troisième facteur, c'est la perte de l'autorégulation rénale. Si vous regardez le flux sanguin rénal chez le patient cirrhotique, ici vous avez les contrôles, la flèche, ici vous avez les contrôles, vous voyez que plus la cirrhose s'aggrave, plus le flux sanguin rénal baisse de façon significative jusqu'au syndrome hépatorénal. Il faut savoir que chez l'individu sain, il y a une autorégulation au niveau rénal, c'est-à-dire à mesure que la pression artérielle baisse, le système local rénal vasoconstricteur permet de maintenir une perfusion rénale jusqu'à un niveau seuil, jusqu'à un niveau seuil qui, au niveau rénal, est entre 65 et 80 mm de mercure. Eh bien, lorsque vous avez un syndrome hépatorénal, vous perdez cette autorégulation. Ici, vous avez le patient normal. Ici, vous avez le patient cirrhotique ou avec syndrome hépatorénal. Vous voyez que la pression de perfusion rénale seuil devient beaucoup plus basse. Et elle est liée à la sévérité. Ici, vous avez le patient cirrhotique sans acide. Ici, le patient cirrhotique avec acide. Ici, acide réfractaire. Ici, syndrome hépatorénal. Vous voyez que le débit de perfusion rénale devient totalement dépendant de la pression artérielle. Ce qui veut dire qu'il faudra maintenir une pression artérielle assez élevée pour maintenir une pression de perfusion rénale chez ces patients. Donc voilà, ce schéma résume tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'au départ, vous avez une obstruction ici du fait de l'hypertension portale des sinusoïdes, une augmentation des forces des cisaillements, une translocation bactérienne, la sécrétion de médiateurs, une vasodilatation splanchnique, une cardiomyopathie qui va retentir ici au niveau rénal avec l'activation des systèmes vasoconstricteurs et puis l'apparition de l'insuffisance rénale aiguë. Lorsque vous voulez traiter ces patients, il faudra agir d'une part sur la translocation bactérienne, il faudra agir d'une part sur la vasodilatation splanchnique, parfois peut-être sur la cardiomyopathie, agir sur la rétention hydrosodée en donnant des diurétiques. Donc, comprendre la physiopathologie vous permet de comprendre quelle est la prise en charge de ces patients. Alors d'abord, il faut les prévenir, ces syndromes hépatorénaux. Alors prévenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire traiter le facteur déclenchant. Je vous l'ai dit, dans à peu près 3/4 des cas, il s'agit d'une infection bactérienne et surtout infection du liquide d'acide, parfois une infection urinaire. En général, on utilise de l'augmentin ou des céphalosporines de 3e génération ou des quinolones. Très souvent, il faut perfuser de l'albumine. Alors je vous ai mis ici 1
1,5 g par kilo au diagnostic et 1 g par kilo pendant 3 jours. Et surtout, si vous ponctionnez une acide, il faut apporter 8 grammes d'albumine par litre d'acide ponctionné. Ça, c'est important. Ça vous permet d'éviter les ponctions évacuatrices non compensées. L'antibioprophylaxie secondaire, vous savez que ça se fait maintenant de façon régulière lorsque vous avez eu une infection d'acide. Secondairement, le patient est gardé sous norfloxacine. L'antibioprophylaxie primaire est-elle à discuter en cas d'hémorragie digestive ou en cas de cirrhose sévère par de la ceftriaxone ou des quinolones? Et enfin, et c'est important, il faut optimiser l'état d'hydratation de ces patients. Ça veut dire qu'il faut peser ces patients, qu'il faut mesurer le périmètre ombilical, qu'il faut donner du diurétique avec prudence et éviter tout médicament néphrotoxique. Alors, cette diapositive, elle reprend un peu quelles sont les indications des perfusions d'albumine. Vous voyez simplement que lorsque vous avez une infection du liquide d'acide, il faut absolument perfuser de l'albumine à ces doses-là. Et pareil quand vous avez un syndrome hépatorénal. Par contre, lorsque vous avez une encéphalopathie hépatique, les choses sont beaucoup moins claires, c'est la zone grise. Alors, pour parler maintenant du traitement proprement dit du syndrome hépatorénal, il faut bien entendu différencier le syndrome hépatorénal de type 1, qui lui est aigu. Il y a un syndrome inflammatoire généralisé, il y a une insuffisance rénale aiguë. Il faut prendre en charge le facteur précipitant, l'insuffisance rénale aiguë et puis le syndrome inflammatoire. Alors que le syndrome hépatorénal de type 2, c'est plus une acide réfractaire. Donc la prise en charge est un peu différente. On parlera surtout du syndrome hépatorénal de type 1, où il faut d'abord appliquer des mesures qui sont non spécifiques, mais qui vont de bon sens. Il faut absolument monitorer ces patients. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient en soins intensifs, en soins continus ou même en réanimation. Ça veut dire qu'il faut les peser, surveiller la tension, les paramètres vitaux, donc toutes les choses que vous faites tous les jours et qui sont importantes. Il faut traiter l'infection, ou poursuivre l'antibioprophylaxie s'il le faut. La poursuite des bêta-bloquants n'est pas recommandée, en tout cas, n'est pas validée. S'il y a un patient qui a des bêta-bloquants pour des varices, vous n'êtes pas obligé de les garder. Si vous utilisez des diurétiques, il vaut mieux utiliser du furosémide que des spironolactones du fait de l'hyperkaliémie possible, du fait de l'insuffisance rénale. Et puis, si vous ponctionnez l'acide, il faut absolument perfuser de l'albumine avec. Il faut traiter l'événement précipitant et surtout le chercher s'il y a une hémorragie digestive, s'il y a une infection, s'il y a une hépatite virale ou alcoolique. Et enfin, le traitement proprement dit, et c'est de ça qu'on va parler maintenant, c'est les vasoconstricteurs et l'albumine. Alors, les vasoconstricteurs, vous allez lutter contre la vasodilatation splanchnique. Vous avez en gros 3 types de vasodilatateurs, de vasoconstricteurs. La terlipressine, vous avez les doses qui sont marquées là, la noradrénaline et puis la midodroïne et la sandostatine qui est plus utilisée aux États-Unis. Alors la terlipressine, et ça a été montré dans plusieurs études, si c'est une méta-analyse, par rapport à l'albumine seule, eh bien, elle améliore, elle entraîne une meilleure résolution du syndrome hépatorénal et elle améliore la fonction rénale. Donc, c'est absolument indiqué dans le syndrome hépatorénal. Maintenant, est-ce qu'il faut utiliser la noradrénaline ou la terlipressine? Plusieurs études ont montré qu'il n'y a pas de différence entre l'une ou l'autre en termes de mortalité et en termes de correction du syndrome hépatorénal, et que par contre, pour ce qui concerne les effets secondaires, il y en a beaucoup plus avec la terlipressine. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser la noradrénaline, vous pouvez l'utiliser. Vous aurez les mêmes effets et peut-être moins d'effets indésirables. Alors le TIPS. Le TIPS, vous savez ce que c'est? C'est un shunt porte-cave, c'est-à-dire qu'on essaye de diminuer l'hypertension portale en créant donc une sorte de shunt entre la veine porte et la veine cave. Alors le TIPS, bien entendu, ça semble attrayant comme ça parce que ça diminue la pression portale, ça permet le retour d'un volume splanchnique significatif. Simplement, très souvent, ça aggrave l'insuffisance hépatocellulaire. Donc c'est non recommandé, surtout si vous avez un syndrome hépatorénal de type 1 sévère. Par contre, si vous pensez que votre patient pourra bénéficier d'une transplantation, vous pourrez discuter de TIPS. Mais il faut savoir que c'est très peu utilisé dans le cas du syndrome hépatorénal. Ensuite, il y a la dialyse. Alors, est-ce qu'il faut dialyser ces patients? On pourra en discuter peut-être tout à l'heure, mais c'est tout le problème. En tout cas, si vous décidez de dialyser, il faut mieux utiliser des techniques continues ou semi-continues que des techniques intermittentes. Le système Mars qui a pu être utilisé n'a pas montré d'efficacité et n'est pas recommandé dans le traitement du syndrome hépatorénal. Le syndrome hépatorénal de type 2, c'est l'acide réfractaire. Vous pouvez utiliser la terlipressine et l'albumine, mais qu'il n'y ait pas de preuve.
les ponctions d'acide itératives et l'albumine, bien entendu, le TIPS et la transplantation hépatique, en sachant que la transplantation hépatique, c'est le traitement radical du syndrome hépatorénal. Donc si vous posez l'indication, et vous voyez ici que la fonction rénale sur 1 an de patients avec syndrome hépatorénal qui ont été greffés, qui s'améliorent de façon significative, et vous voyez que la survie est largement améliorée avec la transplantation chez les patients qui ont un syndrome hépatorénal. Je vais bientôt finir avec cette diapo qui vous montre que le pronostic du syndrome hépatorénal a quand même évolué. Si vous comparez 1997 à 2007, la survie est largement supérieure. Largement, on a gagné 10 à 20 points qui semblent donner quelques espoirs dans le traitement du syndrome hépatorénal. Et je vais conclure en vous disant que c'est une complication grave, que c'est une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle qui ne régresse pas après expansion volémique, que c'est un diagnostic d'exclusion, qu'il faut rechercher et traiter le facteur précipitant, et que le traitement repose sur les vasoconstricteurs et l'albumine, et que la transplantation permet, dans certains cas, de traiter de façon radicale ces patients. Et merci de votre attention.